Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Débat News. Comme chaque lundi à 20h15, nous revenons sur l'actualité de la semaine dernière. Et pour l'actualité de la semaine dernière, justement, nous allons débattre avec Madame Lobna Jelebi, membre du parti politique Takatel et députée à l'Assemblée nationale constituante. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et Dr Riyad Mouakhar, membre du bureau exécutif du parti El Jumhouri. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer donc ce débat avec une question d'ordre général. Aujourd'hui, la Tunisie, où est-ce qu'elle en est avec la Troïka, avec un parti islamiste au pouvoir? Où est-ce qu'elle en est, la Tunisie, aujourd'hui, Madame Jelebi? Bonne question. La Tunisie vit sa transition démocratique. Je reviens ce matin d'un séminaire où étaient représentés des pays comme l'Égypte et d'autres pays, le Maroc, etc. D'ailleurs, c'était un séminaire de femmes sociodémocrates. Et donc, on a l'occasion d'évaluer notre transition, toujours par rapport aux autres pays. Certainement, nous avons plus d'avantages par rapport à d'autres pays qui vivent cette transition. En termes d'avancement, en termes que ce soit au niveau des institutions, mais d'un autre côté, certainement, nous vivons des difficultés post-révolutionnaires. Est-ce qu'on peut dire que la Troïka a échoué aujourd'hui? La Troïka a vécu, oui, absolument. On peut dire que la Troïka a vécu une expérience. Cette expérience-là a eu ses avantages, mais a eu aussi des inconvénients. Nous sommes aujourd'hui dans une période d'évaluation de ce rendement. Nous avons donc réussi à mettre en place cette assemblée, à mettre en place un premier draft de constitution, à mettre en place des projets d'institutions, mais aujourd'hui, d'un autre côté, cette Troïka a donné beaucoup d'insuffisances et beaucoup de difficultés que nous souhaitons aujourd'hui soit améliorées, soit bien entendu... Sur votre parti Takatel qui va sûrement se désister de la Troïka, mais on reviendra sur ce sujet-là. Monsieur Mouakhar, qu'est-ce que vous en pensez alors de ces 2 ans et de ce que Mme Jelebi a dit? Est-ce que vous êtes d'accord avec Mme Jelebi? En partie d'accord, oui, sûrement, parce que le plus grand problème, je crois, de cette Tunisie post-élection du 23 octobre, c'est la transition démocratique qui est franchement en panne. Au-delà même de la gouvernance, la plus grande déception aujourd'hui, c'est cette transition démocratique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de feuille de route, parce que beaucoup d'institutions absolument nécessaires pour réussir cette transition démocratique, telles que la justice transitionnelle, telles que la loi électorale, telles que l'ISI, la commission qui va gérer les élections, telles que la gestion de la justice et la gouvernance de la justice avec ce Conseil supérieur de la magistrature provisoire qui devrait se faire. Et c'est ça, et cette violence aussi. Quand vous dites la justice, vous pensez à des faits connus comme l'affaire Semil Fehri, comme l'affaire de la jeune fille violée. Vous faites référence à ces sujets-là? Ou en général? Oui, en général. C'est-à-dire, voilà, je vais développer un peu plus pour être clair. Ce que je ne suis pas d'accord avec Madame Jelebi, c'est que je ne compare pas la Tunisie et l'Égypte, c'est incomparable. Nous avons quand même des institutions beaucoup plus fortes. Nous sommes un pays qui est quand même plus avant-gardiste, donc je ne peux pas me comparer à l'Égypte, ni à la Libye, ni à tous les pays arabes. La Tunisie est le premier arabe à avoir une constitution et le premier pays arabe et peut-être le seul, le statut de la femme. Donc tout ceci fait qu'on attendait beaucoup plus de cette transition démocratique. Quand je dis que c'est en panne, ça veut dire qu'il y a eu cette élection du 23 octobre qui a donné un pouvoir à l'Assemblée nationale constituante, qui est le pouvoir original. C'est ça le pouvoir original. Le pouvoir suprême. Le pouvoir suprême. On a écrit une petite constitution. La petite constitution, c'est la fameuse OPP, l'organisation provisoire du pouvoir public. Et dans cette OPP, il a été stipulé que l'Assemblée nationale constituante légifère pour l'ISI, le Conseil supérieur de la magistrature et encore la justice transitionnelle. Donc normalement, c'est l'ANC qui doit avoir l'initiative pour produire ces lois-là qui servent à la transition démocratique. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le président de l'ANC, Monsieur Moussa Ben Jafr, Monsieur Moussa Ben Jafr, qui est
Bien sûr, le président, et ce n'est pas mes propos, ce n'est pas parce que Mme Jelibi est en face de moi, je ne suis pas là pour polémiquer. Qui aurait pu, au lendemain de la prise de position, charger des commissions pour travailler ces sujets-là. Pour tous ces sujets-là, l'initiative a été laissée au gouvernement, alors que le pouvoir appartient à l'ANC. On a vu que c'est le gouvernement qui a travaillé sur la loi de l'ISI. On a vu que le gouvernement, le ministère de la Justice, c'est lui qui a travaillé sur le Conseil supérieur de la magistrature provisoire. On a vu que c'est le gouvernement qui a travaillé sur la justice transitionnelle. Tous ces projets sont en panne. Et ça aurait été dans une ambiance de cette ANC qui était une très belle image au lendemain des élections, commencer le travail et produire ces instruments nécessaires et obligatoires pour réussir la transition démocratique. Oui, alors, vous semblez quand même, avec toutes mes excuses, mal informé, parce que quand vous dites que l'ISI, c'était une proposition du gouvernement, je tiens à vous signaler que l'ISI, il y a eu au sein de l'Assemblée 5 projets. Oui. 5 projets, dont celui du gouvernement, dont celui du Parti Jomhouri, d'ailleurs, que je représente aujourd'hui. Il y a eu effectivement d'autres projets proposés par la société civile et adoptés par des députés au sein de l'Assemblée. Et la commission législative a étudié les 5 projets. Oui. Donc, quand vous dites qu'on atteint le gouvernement, c'est complètement faux. Vous dites que également la justice transitionnelle n'a pas fonctionné. Donnez-moi un seul pays post-révolution en transition démocratique qui a mis en place une justice transitionnelle en 1 an ou en 2 ans. On sait très bien. Alors, quand on évalue, on essaye d'être proche quand même de la réalité et il faudrait être pas trop dur avec nous-mêmes. Il faudrait qu'on soit quand même réaliste pour pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la barre haut, mais on essaye quand même de ne pas s'auto-flageller. La justice transitionnelle, dans aucun pays, va prendre une décennie. Et on sait que même en Pologne, elle continue aujourd'hui le processus de la justice transitionnelle. Deuxième point. Mais ces sujets-là ont été, quand vous parlez de l'ISI, par exemple. Oui. Nous, on a proposé un projet de loi. Mais la commission au sein de l'ANC qui a travaillé sur la loi de l'ISI n'a commencé à le faire qu'une année après la prise de fonction de l'ANC. Une année, il fallait attendre une année. Cette commission aurait pu commencer le lendemain de la prise de fonction des élus. Alors, monsieur Mouakhar, vous semblez être du temps. Déconnecté, excusez-moi, de la réalité, parce que le lendemain de la création de l'Assemblée, nous avons créé, vous venez de parler de l'OPP, de l'Organisation provisoire des pouvoirs publics. C'est qui l'a mis en œuvre? C'est bien l'Assemblée. Tout à fait. Qui a mis en place le règlement intérieur? C'est bien l'Assemblée. Qui a mis en place les 2 instances qui sont le gouvernement et le chef de gouvernement et la présidence de la République, c'est bien l'Assemblée. Nous avons, le lendemain de la constitution de l'Assemblée, mis et voté une loi de finances. Et ensuite, nous avons voté une loi de finances complémentaire, etc. Oui. Donc aujourd'hui, dire que le lendemain, c'est une priorité, certainement, l'ISI est une priorité, mais il y a avant tout des institutions à mettre en œuvre. D'abord, l'organisation de notre petite constitution. Absolument. Ça a été fait au mois de décembre. Et entre le mois de décembre 2011, il s'est écoulé une année avant qu'on commence à travailler sur les sujets qui intéressent la transition démocratique. Oui, je vous parle de ce qui s'est passé pendant l'année. Pendant cette année-là, il y a eu des instances qui ont été créées, il y a eu cette organisation provisoire, il y a eu l'organisation de l'Assemblée en termes de commission et de constitution, et également, bien entendu, une étude de l'ISI. Donc, quand vous dites que l'ISI aurait dû être créé dès le lendemain de l'Assemblée, c'est quand même aujourd'hui irréaliste. Ça veut dire qu'il y a eu un retard, certainement, aujourd'hui. Un grand retard. Un grand retard, bien entendu. On est bien d'accord qu'il y a... Mais il faut évaluer le retard objectivement. C'est-à-dire qu'encore une fois,
fois, il faut être réaliste et étudier ce qui s'est passé à l'Assemblée pour dire que le retard a lieu, mais il faut comprendre les raisons de ce retard. Les raisons de ce retard, aujourd'hui, nous passons en post... Excusez-moi, je termine ma phrase. Nous sommes en post-révolution et cette Assemblée n'est pas seulement là pour rédiger une constitution et pour créer des instances, mais etc. aussi pour surveiller le gouvernement. Et nous savons très bien qu'en post-révolution et en termes de contrôle du gouvernement, à chaque fois, l'Assemblée s'arrête et à chaque événement pour pouvoir comprendre, mettre en œuvre des mécanismes de contrôle. Est-ce que cela a été efficace, etc. Ça, c'est un autre point. Nous sommes en première année, comme diraient beaucoup, démocratie, mais aujourd'hui, des mécanismes, et c'est déjà important que les mécanismes soient mis en œuvre. Oui, Madame Lobna, il y a quand même l'expérience des autres. Hein. On peut pas, on n'est pas... Il faut profiter de l'expérience des autres. Un des problèmes, c'est le mode de fonctionnement de cette Assemblée nationale constituante. Je ne suis pas là pour critiquer cette Assemblée nationale, mon parti en fait partie. Mais la méthode de travail n'a pas été bonne. C'est-à-dire, quand il y a eu la prise de fonction de l'ANC, un des sujets qui a été posé, c'est la durée de cette ANC-là. Et je sais très bien que le parti de Takatol avait bien voté pour limiter la durée à une année. Si on avait voté donc cet article de loi dans l'OPP, ça aurait été différent. On aurait travaillé différemment. On ne peut pas travailler sans agenda. Vous êtes d'accord avec ça, Mme Gébi ? On ne peut pas travailler sans rétro-planning. Elle peut être que d'accord, le Takatol, c'était au moins la bonne surprise et avait voté la limitation de cette Assemblée nationale constituante. Qui n'a pas abouti après une année. Qui n'a pas abouti. On aurait travaillé différemment. Madame Lobna Jilibi, elle vient quand même un peu du domaine du management. Elle sait ce que ça veut dire mettre des objectifs et les réaliser. C'est ça ce qui n'a pas fonctionné. Heureusement, elle n'est pas seule, il y a plusieurs partis à l'Assemblée. Absolument, mais c'est bien gentil, vous répondez à ma place. Donc, je me mets quand même à la place d'un député, quand même, on n'est pas tout seul. C'est difficile de travailler. Il n'y a pas eu un rétro-planning. Effectivement, nous aurions bien aimé, nous avons défendu effectivement de mettre en place une date limite dans l'OPP donc par rapport à cette constitution. Ça n'a pas été voté. Effectivement, on n'est pas seul. Mais aujourd'hui, donc l'agenda, et tout le monde est d'accord sur cette notion d'agenda, ne peut être réussi. On peut mettre la date que l'on souhaite. On peut dire, et vous avez parlé du président de l'ANC, le président de l'ANC peut dire, voilà, dans X mois, X semaines, nous allons mettre une date, mais sans le consensus, sans qu'il y ait un accord préalable avec l'ensemble des composantes qui sont dans cette Assemblée, et même en dehors de l'Assemblée, parce qu'aujourd'hui, ce consensus devient crucial pour réussir à respecter notre agenda. Il ne s'agit pas seulement d'émettre un agenda, il faut respecter les délais. Et pour les respecter, nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans un environnement dans lequel... Un environnement politique. Dans lequel il y a beaucoup de composants. C'est le consensus. Il y a une question que le peuple quand même se pose aujourd'hui dans la Constitution, on en est où ? Quel article on en est où? Est-ce qu'il y a un draft? Est-ce que dans 4 mois, on va pouvoir voter? Est-ce qu'il y aura un référendum? Beaucoup de députés, lors de leur passage sur notre plateau, nous ont dit que ça sera impossible de tenir les élections en juin 2013. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, par rapport à la Constitution, donc tout le monde sait que nous sommes au 2e draft de la Constitution. Qui est disponible sur Internet, je pense. Qui est disponible au-delà d'Internet, qui a été débattu dans l'ensemble des circonscriptions, donc au niveau du dialogue national. Donc il y a eu une discussion sur une invitation de la société civile, de tout citoyen avait la possibilité de venir et de participer, et de donner son avis à par rapport à cette Constitution. D'ailleurs, les députés sont partis en France pour leur circonscription. Absolument. Actuellement,
seulement il y a les circonscriptions de l'étranger. Donc aujourd'hui, nous sommes en post-dialogue presque. Donc au niveau de la Tunisie, le dialogue a été clôturé et nous entamons donc les discussions générales sur les chapitres. On sait que le chapitre préambule droits fondamentaux a été, les discussions générales ont été effectuées, dans lequel on a apporté chacun ses propositions d'amélioration. Le draft, on sait très bien, il a été proposé par une commission, discuté, travaillé pendant 6 mois de dialogue, etc., avec la collaboration d'experts de la société civile qui ont été invités. Aujourd'hui, ce draft contient encore des insuffisances. Ces insuffisances, entre le premier et le deuxième draft, il y a eu une amélioration. Donc il y a eu l'instance de rédaction et de coordination de la Constitution, présidée par M. Benjafar, a apporté beaucoup d'améliorations pour ce deuxième draft. Le deuxième draft continue à avoir des insuffisances que nous avons discutées lors du dialogue national, que nous avons soulignées lors du débat général au niveau de l'Assemblée. Et donc chaque député ou chaque groupe parlementaire apporte les recommandations ou les nouveaux articles qu'ils vont proposer. Et le but, donc, par rapport à ça, c'est d'aboutir pas seulement à finir le plus vite la Constitution, il faut la finir la plus vite et essayer de respecter au maximum donc la demande pressante de la société tunisienne, mais aujourd'hui, il y a des enjeux fondamentaux par rapport au contenu de cette Constitution qui doivent être... On n'a pas droit à l'erreur et nous devons aujourd'hui les défendre et prendre le temps, je dirais même, de les défendre. Juste une autre question. Est-ce que on est en train de voir dans l'Assemblée nationale constituante qu'il y a des commissions d'enquête, etc. Est-ce que le parti Ennahda a été remis à l'ordre plusieurs fois car il essaie de faire du lobbying à l'intérieur de ces partis pour faire de la pression sur certains points ou pour ralentir certaines enquêtes? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est à moi de répondre. Non, je peux répondre. Oui. La preuve, c'est la commission du 9 avril. Hein, la commission du 9 avril. Je vous laisse y faire référence. On attend encore le résultat des travaux de cette commission qui s'est passé à l'oubliette complètement. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a même refusé de répondre à cette commission qui selon lui, n'a aucun pouvoir à l'interroger sur ce qui s'est passé le 9 avril. Alors que l'ANC a le plein pouvoir de contrôler le gouvernement. Oui, le problème, c'est que l'ANC, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a complètement laissé tomber son pouvoir au profit du gouvernement. Ça, c'est clair, ça, c'est évident, on le voit, ça, c'est ça. Donc pour vous, le gouvernement a pris le dessus sur l'ANC? On aimerait quand même, quand vous dites que c'est clair, que vous donniez des exemples, parce que... la commission du 9 avril est l'exemple type de ceci, c'est-à-dire que la commission du 9 avril a des exactions graves, ce qui s'est passé, on a été choqués par ce qui s'est passé, rien n'est sorti de cette commission. Le président de cette commission-là appartient au parti au pouvoir, au plus grand parti tunisien aujourd'hui, et voilà comment les travaux de cette commission ont été conduits pour aboutir, en fin de compte, à rien du tout. Donc vous avez mis le doigt sur le problème. C'est qu'aujourd'hui, cette commission d'enquête a été présidée par, je dirais, un parti qui est au gouvernement. Donc il y a un problème structurel dans la commission. En France, il y a seulement 2 ans, ils ont changé donc, le règlement intérieur au niveau de l'Assemblée nationale pour que, par exemple, des commissions importantes soient présidées par l'opposition. Ce sont des mécanismes de la vraie démocratie qu'il faut mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, cette commission, si elle n'a pas une des raisons qui ont fait l'échec de cette... Et d'ailleurs, il y a eu un projet d'une nouvelle commission suite aux événements de l'ambassade des États-Unis. Nous avons été pas contre cette commission. Nous avons été, le vote, c'est que si c'est pour refaire une commission comme celle du 9 avril, eh bien, on est contre. Il ne s'agit pas aujourd'hui de mettre en place des commissions pour l'image, pour voilà, nous avons... Soit on met en œuvre des commissions qui ont un effet réel,
qui ont des vraies prérogatives. Donc, il y a le structurel, donc la présidence de la commission, qui doit être normalement, qui devrait être soit de l'opposition ou je dirais d'un parti neutre, ou alors qui doit être une commission aussi qui a des prérogatives, parce que dans le règlement intérieur. Donc aujourd'hui, il y a des problèmes structurels et ce qui est bien, c'est la capitalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelque chose qui n'a pas abouti et qui n'a pas qu'on s'arrête là. Il faut capitaliser et apprendre et améliorer. C'est certain. Voilà un sujet sur lequel on est d'accord. Et les droits de l'opposition, aujourd'hui, quand on parle dans la Constitution, excusez-moi, des droits de l'opposition, et d'ailleurs, dans mon intervention il y a 2 jours sur les droits et libertés, c'est fondamental quand on parle de droits de l'opposition dans les droits et libertés. Parce que parmi les droits de l'opposition, c'est par exemple justement de présider des commissions importantes. Et c'est ce qu'on s'attendait, parce que ce dont Mme Gelib fait référence, en 2008 en France par exemple, il y a eu une commission, la commission Balladur, qui a revu un peu le rôle, le fonctionnement du Parlement, parce que même dans les pays démocratiques, les citoyens sentent que la démocratie leur échappe. Donc, et on s'attendait un peu que cette constitution soit révolutionnaire, soit moderne. On est quand même en 2013 et on aurait voulu que cette constitution mette les fondamentaux d'une démocratie réelle où il y a un contrôle réel du gouvernant. Malheureusement, le débat est allé plutôt vers des sujets plus existentionnels et surtout à connotation religieuse qui, bien qu'on soit entièrement, on est tous dans ce pays musulman et le peuple tunisien a une grande tradition. C'est une question qui est devenue prioritaire. On a perdu beaucoup de temps dans ces sujets-là, alors que on aurait pu donner à la Tunisie une constitution réellement modérée. Quand Mme Gelib parle de rôle de l'opposition, regardez en Angleterre. En Angleterre, l'opposition a exactement les mêmes droits que le pouvoir. Même quand on parle de la loi des partis. En Angleterre, l'État aide plus financièrement l'opposition que les partis au pouvoir, qui ont là l'appareil de l'État. Donc l'opposition... Donc effectivement, donc là vous parlez de pays vraiment avancés au niveau de la démocratie. Je pense que c'est important que nous capitalisons sur cela, mais c'est important de dire que c'est en 2008 que ça a été amendé, donc c'est des mécanismes récents, même dans les démocraties les plus anciennes, mais il faut aussi prendre compte de cela. J'aimerais quand même souligner que le Jumhouri, dans la commission constituante à laquelle j'appartiens, ne nous a pas soutenus quand nous avons parlé des droits de l'opposition. Et je tiens quand même à le signaler parce qu'on aurait pu faire passer ça dans la Constitution. Les droits de l'opposition, absolument. Pour information. L'homme là, c'est des affirmations qui sont peut-être à vérifier. Hein. Absolument. Je vous invite à le vérifier. Le Jumhouri est un parti qui défend profondément et fortement les libertés dans ce pays. Ça, personne ne peut croire le contraire d'ailleurs. Très bien. Absolument. Mais nous avons aimé qu'on nous soutienne dans l'universalité des droits de l'homme. Dans notre commission, Jumhouri ne nous a pas soutenus pour défendre l'universalité des droits de l'homme dans la Constitution, pour défendre l'égalité entre les citoyens et les citoyennes. Il fallait faire un lobbying auprès des représentants des Jumhouri pour que ça puisse être voté. Un conservatisme quelque part dans les positions, on aurait aimé avoir pour plus de soutien. Pour l'universalité des droits de l'homme, je vous réponds. Pour l'universalité de l'homme, le mot universalité de l'homme doit se référer à quelque chose, doit se référer à la Déclaration des droits de l'homme. Et là, vous avez intérêt à convaincre, pas le Jumhouri, mais vos partenaires dans le gouvernement. C'est cela qu'il faut convaincre pour l'universalité en se référant stricto sensu
à la Déclaration des droits de l'homme, mais l'universalité sans référence ne veut rien dire. Ça reste la Constitution, monsieur, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de partenaire. Tout à fait. Et je m'excuse d'être demandeuse beaucoup plus de progressisme auprès de Djomouri, justement, parce que, étant démocrate et progressiste, c'est pour ça qu'on demanderait de soutien de votre part, parce que dans les commissions constituantes, il n'y a ni opposition, ni parti au gouvernement. Il y a des valeurs et des fondamentaux que nous défendons. Et j'espère que cela va être rattrapé et dépassons cela en plénière. Justement, pour venir au parti Jumhuri, samedi dernier, donc, vous avez un meeting à partir de 9h30 du matin, toute la journée avec le parti Nidé Tounes. Alors, future alliance, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, M. Beji Khaït Sebsi, justement, a visité le parti Jumhuri, dans le siège du Jumhuri, ceci... Comme il l'a fait pour Massar, alors? Oui, tout à fait, exactement, et ceci dans le cadre des pourparlers que nous avons avec Nidé Tounes et tous les partis progressistes de ce pays-là. Cette visite est tout à fait naturel, parce que, vous savez, à partir du Jumhuri, on a annoncé, et depuis plusieurs mois, il y a des négociations entre nous, Nidé Tounes, El Massar, et d'autres partis progressistes. Et, pour en faire un parti, en fait. Non, non, c'est pas pour en faire un parti, c'est le but, c'est de créer cet équilibre politique, parce qu'on considère quand même, et ça c'est une réalité, que le plus grand danger pour des démocraties naissantes, c'est l'absence d'équilibre politique dans un pays. Vous savez, l'absence de forte opposition. Ah oui, tout à fait. Vous prenez, c'est pas, Nahda est un parti qui a le problème religieux, mais c'est parce que c'est un parti quand même aujourd'hui qui domine la vie politique. Et je me rappelle très bien, un jour, on avait rencontré M. Jbeli, chef du gouvernement provisoire, qui avait dit de toute façon un match de football ne se joue pas avec une seule équipe, il faut deux équipes. Donc, vous savez, en démocratie, si aujourd'hui vous ramenez le plus grand parti démocrate du monde, vous le mettez dans un pays qui gouverne seul, la tendance dictatoriale, elle existe. Très bien. Donc aujourd'hui, pour nous, l'équilibre politique en Tunisie est une priorité absolue pour Jumhuri. Et Jumhuri joue aujourd'hui un rôle central dans ce pays. Et en avant, nous avons des négociations et nous avons des pourparlers avec tous les partis politiques qui défendent et qui partagent nos visions pour une Tunisie moderniste. Très bien. On aimerait bien, après, par la suite, en approchant les élections, je ne sais pas si ça va se passer en juin 2013, en tout cas, beaucoup disent que ça ne pourra pas se passer, mais on aimerait bien, je pense que le peuple tunisien aimerait, cette fois-ci, pour les prochaines élections, voir vraiment un programme électoral des partis, et vraiment avec beaucoup de plus de détails que la fois dernière. En tout cas, j'espère que ça va être une bataille de programme la prochaine fois. Voilà, parce que ça a été une bataille de beaucoup d'autres choses, sauf de programme la fois dernière. En tout cas, ça c'est mon point de vue personnel. Madame Jlibi, Takatel, on a entendu depuis quelques semaines, enfin depuis une semaine, que le parti Takatel va se retirer de la Troïka. Enfin, en tout cas, ils sont en négociation. Qu'est-ce qui se passe entre vous et le gouvernement, c'est-à-dire CPR et surtout Nahda? Oui, alors le parti Takatel, vous parliez des élections, avant les élections, a appelé pour un gouvernement d'union nationale. Juste après les élections, il a toujours appelé pour un gouvernement d'union nationale et il a essayé de rallier donc un maximum de partis à ce gouvernement d'union nationale et de mettre en œuvre les principes d'un gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, d'ailleurs lors des événements de l'ambassade, nous avons encore une fois appelé à un gouvernement d'union nationale parce que pour nous c'est la seule issue et nous entendons aujourd'hui beaucoup de partis, même de l'opposition, se rallier aussi à cette vision, c'est que c'est notre seul salut aujourd'hui, c'est le consensus et c'est de se rassembler dans ce gouvernement. Alors aujourd'hui, justement, nous défendons exactement la même chose. Nous avons évalué cette coalition et pour nous, pour que ça se rapproche du gouvernement d'union nationale, il y a des fondamentaux. Ces fondamentaux, il faut absolument les avoir et auquel cas, si elles ne le sont pas, effectivement, il y a des risques que nous quittons cette coalition. Les fondamentaux pour nous, c'est un équilibre.
Plus, aujourd'hui, les problèmes, je dirais, et les insuffisances qu'il y a dans ce gouvernement sont tout d'abord structurels. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des ministères, par exemple, de souveraineté, où il n'y a pas d'équilibre. C'est sous la tutelle d'un seul parti. Nous avons aujourd'hui besoin de mettre en place de mécanismes de participation. Parce qu'aujourd'hui, un gouvernement de coalition, et ça existe même dans les démocraties anciennes, n'est pas évident de mettre en place du participatif pour réellement avoir les outils de décision de la part des trois. Les exigences, c'est aujourd'hui, nous ne pouvons aussi continuer dans ce gouvernement d'union nationale, sauf s'il faut élargir réellement à plus de participants. Il faudrait qu'il y ait plus de partis représentés, moins de portefeuilles, etc. etc. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un premier rappel, non, c'est la continuité de... Mais il y a un grand risque que Takate se retire de la Troïka. Les gens en sont conscients. Aujourd'hui, on espère que cette vision, cette stratégie, les fondamentaux de cette stratégie, donc l'équilibre au niveau des ministères, les outils du participatif, la neutralité de l'administration que nous demandons à revoir, toutes les nominations qui ont été effectuées jusque-là, les instances, monsieur a parlé de l'instance de magistrature et je dirais aussi l'instance des médias, ce sont des choses à mettre en place tout de suite. Soit on va mettre en œuvre cela et qu'au contraire, et on espère tous que l'ensemble des partis qui se rallient à cette vision, et j'espère que cela va réussir pour la Tunisie, pour l'intérêt de cette transition et pour la réussite de cette transition. Et nous sommes à la veille d'une étape électorale importante. Et c'est-à-dire toute notre volonté, c'est qu'aujourd'hui, que ça aille vers plutôt la réussite du consensus. Si jamais Takate se retire de la Troïka, quelles en seraient les conséquences? Est-ce qu'ils vont avoir des conséquences s'ils se retirent? D'abord, je ne pense pas que Takate se retirera de la Troïka. Je ne le pense pas et je vais vous dire pourquoi je ne le pense pas. Le Takate, comme l'a bien dit Mme Jelibi, avait une philosophie, qui est la philosophie donc, de l'intérêt national. Ça se discute, nous on n'a pas la même philosophie, on pense que l'intérêt national, ce n'est pas uniquement d'être au gouvernement, c'est aussi l'intérêt national, c'est d'avoir une opposition forte, équilibrée, et on l'a bien vu quand on a mis cette organisation provisoire, la loi d'organisation provisoire du pouvoir, la petite constitution, l'opposition a joué un rôle fondamental, et entre le premier texte qui est venu à l'Assemblée et le texte final, il y avait des changements notables grâce au travail de l'opposition. En tout cas, c'était pas notre... ce n'était pas... C'est votre lecture. Je vous laisse terminer. C'est la vérité. Il y a les enregistrements de ces discussions qui ont été houleuses et qui ont fini par donner cette OPP dont on n'est encore pas satisfait, mais c'était en tout cas meilleur que la première version. Donc, le Takate est entré avec cette notion d'intérêt national. Aujourd'hui, est-ce que le Takate, s'il pense sortir du gouvernement, ça veut dire que l'intérêt national est en jeu. Donc, il n'y a plus, il y a un danger pour l'intérêt national. Et dans ce cas-là, il faut qu'il nous explique pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a réellement? Qu'est-ce qui va faire que Takate va considérer aujourd'hui que l'intérêt national est en jeu et que leur présence dans ce gouvernement, dans cette troïka, est contre l'intérêt national. Par contre, si c'est pour un problème de ministère et de répartition au niveau surtout de ces ministères de souveraineté, que depuis des mois, de toute façon, ils auront aucun ministère de souveraineté. Hamad Ejbil l'a très bien dit. On avait demandé qu'il soit neutre et qu'il ne soit pas... C'est comme le ministère de la Défense, il fonctionne très bien aujourd'hui avec un ministre de la Défense qui est neutre. Vous savez, quand ce gouvernement d'intérêt national que défend Mme Jelibi a été mis en place, ces ministères de souveraineté avaient été bien, dès le début, aux mains du parti Nahda. Très bien.
Madame Ghibi, vous répondez sur ça et on passe à notre sujet. Oui, absolument. Alors d'abord, je suis étonnée des propos de Simouakhar parce qu'il me semblait que Jomhouri s'est rallié à l'idée du gouvernement d'union nationale. Et dans les déclarations de Si Najib Chebi, donc, il a parlé de l'appel au gouvernement d'union nationale. Non, maintenant, ça c'est notre sujet. On parlait, est-ce que le Takatol va quitter ce gouvernement? Je vous dirai mon avis sur le gouvernement d'union nationale que le Jomhouri peut prendre aujourd'hui et qui a des conditions bien précises. Et on l'a bien expliqué. Je suis deuxièmement très étonnée que le Jomhouri pose des conditions très élaborées d'entrée, parce que quand il est entré au gouvernement RCD en post-révolution, il n'a pas du tout posé ces conditions-là, mais on va passer cela. Aujourd'hui, le gouvernement... Je ne savais pas qu'il y avait un gouvernement RCD dont Jomhouri avait participé. Expliquez-vous, Madame Ghibi. Ça, c'est de la politique politicienne vraiment qui reste... c'est à prendre en considération. Aujourd'hui, on pensait qu'on allait élever le débat et on ne va pas aller dans ces tic au tac parce que ça ne mène à rien du tout. Absolument. Alors, la révolution est venue et cette révolution aujourd'hui demande donc une nouvelle vision des choses. Le gouvernement d'intérêt... Je vous montrerai les enregistrements de M. Benjafar sur le 3 de Notel expliquant pourquoi il a accepté ce gouvernement dont vous parlez. Que faisait Bosfa Benjafar sur le toit d'un hôtel? Je vous le montrerai, Madame Ghibi. Alors, donc, ce dossier... Vous me les apporterez à moi aussi, quand même. Je crois qu'il est derrière nous. Parlons de l'avenir, s'il vous plaît. Mais si vous insistez, je vous montrerai l'enregistrement. Merci. Moi, je veux bien le voir on veut bien avoir beaucoup d'enregistrements. Alors, dans ce cas, il y a beaucoup d'enregistrements, mais comme vous avez dit, il faudrait aujourd'hui, et j'espère que le débat soit toujours élevé. Non, ce qui est étonnant, c'est vraiment les conditions, parce qu'aujourd'hui, nous avons effectué cette coalition et nous l'avons évaluée et nous avons remarqué qu'il y a des insuffisances au niveau de ce gouvernement d'intérêt national. Aujourd'hui, le but, ce n'est pas le remaniement. Le but, c'est d'élargir le consensus. Élargir le consensus au sein même de la Constitution, parce que, comme vous l'avez très bien vu, si on n'a pas donc, les 2/3, on ne va jamais pouvoir accélérer la rédaction de la Constitution et pour arriver au plus vite aux élections. Mais vous avez bien dit que la Constitution et le gouvernement n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Non, mais c'est quoi la relation? Non, je parle aujourd'hui, il faut élargir le consensus. Oui, donc, au sein de l'Assemblée nationale constituante, je suis d'accord. Voilà. Donc le consensus, il faut partager une vision générale, une vision au niveau de l'agenda, notamment une vision au sein de la gestion des affaires courantes et la gestion gouvernementale. Maintenant, l'intérêt du pays, si, je vous rappelle, vous avez parlé de l'instance de la magistrature. Aujourd'hui, l'instance de magistrature n'est pas passée parce qu'il n'y avait pas de consensus dans la Constitution. Il faut vraiment capitaliser sur ce qui se passe et prendre des leçons pour pouvoir avancer. On a bien vu, et tout le monde le dit, qu'on a besoin d'élargir cela pour pouvoir y arriver. Plus on va se diviser, moins ça va prendre du temps au niveau de l'Assemblée. Et moins. Donc l'intérêt national, tout le monde est d'accord au niveau de l'élargissement du consensus. Oui, ça peut être vu comme ça. En fait, pour l'avocat du diable. Non, mais je souhaite quand même terminer sur la vision du gouvernement et la vision de cela. Quand vous dites la vision du gouvernement, Madame Ghibi, c'est la vision de Takatol de ce remaniement. Notre vision n'est pas, comme je l'ai dit, d'abord, c'est pas de mettre en place un remaniement, mais c'est un élargissement de consensus. 2, l'objectif, c'est de mettre en place des mécanismes de participatif, d'élargissement de consensus. C'est ce qu'on nous demandant, d'élargissement donc des partis qui vont faire partie de ce gouvernement, avec plus d'équilibre au niveau des ministères régaliens, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est notamment la priorité. Nous avons parlé de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, pour nous, l'intérêt du pays, notamment, c'est dans l'indépendance du pouvoir judiciaire qui nous semble le plus important pour réussir cette transition démocratique. Et c'est pour ça que nous appelons à ce que ce ministère soit neutre. Et l'intérêt du pays, il est dans la réussite de l'indépendance, dans la mise en place de l'instance des médias, dans la neutralité des administrations, dans le plus d'équilibre dans les ministères de ce gouvernement, tout cela dans une participative. Il ne faut pas qu'il y ait
un parti qui a la mainmise sur le gouvernement, il faut qu'il y ait des outils et des mécanismes participatifs dans la décision pour ce gouvernement. Et tout l'intérêt du pays aujourd'hui, il va dans ce sens. C'est très bien, c'est très bien. Je me réjouis de vous voir rejoindre l'opposition. Voilà ce que je voulais. C'est-à-dire ce problème, la gestion, par exemple, d'un parti comme Takatl, qui est un parti qui reste un parti démocrate et progressiste. Il n'y a aucun doute. Il a choisi un choix qu'on aurait pu comprendre. D'ailleurs, au lendemain des élections du 23 octobre, on a discuté avec le parti Takatl et on a proposé d'unir les partis progressistes démocrates. Et si l'entrée au gouvernement du Takatl était quelque chose d'important, ça s'écoute. Mais cette discussion d'aller ensemble, de mettre une plateforme des partis démocrates progressistes pour décider d'un avenir commun, même s'ils participent au gouvernement, c'est ça ce qui a été refusé. Pour revenir à cette sortie du gouvernement, c'est-à-dire, moi, ce qui m'étonne, c'est que ce problème-là est géré devant les médias. Que Takatl, qui est dans une commission tripartite de la Troïka, la haute commission de la Troïka, qui débat de tous ces problèmes-là. Quand on est au gouvernement, quand on est à l'État, on ne menace pas de démissionner. Soit qu'on démissionne et on dit, voilà, l'intérêt national n'y est plus et j'ai décidé de démissionner, soit qu'on reste une fois qu'on a réuni les conditions pour pouvoir rester dans un gouvernement. Très bien. Mais ces palabres médiatiques, je pense que c'est de la pression médiatique qu'exerce un parti sur ses partenaires. Et honnêtement, pour nous, le travail politique ne se fait pas comme ça. Il faut de la responsabilité. Vous répondez et on passe sur un autre sujet. Je ne vais pas y arriver. Il faut savoir ce qu'on veut, parce que je suis étonnée par vos propos, encore une fois, parce que quand on n'a pas médiatisé notre position, vous avez dit, depuis des mois, le Takatl n'a pas donné de position claire au niveau du remaniement. Et le jour où nous avons annoncé notre position médiatique, vous avez dit « Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? On annonce une position médiatique. » Je n'ai pas dit ça. Il faudrait qu'on soit cohérent et en critiquer, quelle que soit la position, il y a toujours une critique. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas clarifier votre position. J'ai dit on ne menace pas de démissionner. C'est pas une menace. Qu'on démissionne ou qu'on reste. Est-ce que vous comparez Takatl? Vous avez une troïka. Vous avez une position où vous posez ces problèmes. Est-ce que vous comparez Takatl, les menaces de Takatl au CPR? Parce que le CPR a menacé plusieurs fois de démissionner. Les deux. Est-ce que vous comparez Takatl au CPR? Ne le faisait pas avant, aujourd'hui il le fait. C'est-à-dire qu'il y a une commission, la haute commission de la Troïka, c'est une lecture, qui discute de ces problèmes-là. Le problème, ce n'est pas une médiatisation ou ne pas une médiatisation. Nous avons donné notre position de quels sont les principes et les valeurs que nous allons défendre, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, la question qui a été posée, si ces principes ne sont pas respectés, qu'est-ce qui va se passer? Si ces principes ne sont pas respectés, on va se retirer de cette coalition. Voilà, mais clair. Ce n'est en aucun cas. Aujourd'hui, nous avons sacrifié énormément par rapport à notre parti, et nous avons fait des sacrifices au niveau du groupe parlementaire, nous avons eu des démissions, tout cela a été fait parce que nous avons pris un choix stratégique très difficile. Je dis bien très difficile par rapport à nous, parce que nous pensons que l'intérêt du pays est dans cette coalition et dans l'élargissement aujourd'hui de la coalition. Et si nous avons fait ces sacrifices-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va faire un tour en arrière et faire des pressions médiatiques, rien que pour l'opinion publique. Juste 30 secondes avant que vous passiez à notre sujet, juste pour clarifier la position de Jomboul concernant ce gouvernement d'Union nationale pour que ça soit clair. Nous avons posé 5 conditions, ni plus ni moins, et c'est les conditions pour éventuellement participer à ce gouvernement d'union nationale. Alors, les 5 conditions. Nous avons demandé, c'est la neutralité des ministères régaliens, des ministères de souveraineté. 2, une feuille de route claire, votée au niveau de l'ANC, la date des élections, que ça soit clarifié, que ça ne peut être
remis en question que par un vote des 2/3. Troisième condition. Troisièmement, les ligues de protection de la Révolution, c'est le climat dans lequel vont se dérouler les élections. Donc on ne peut pas aujourd'hui accepter des élections dans un climat... Vous pensez que c'est la ministre de Nard, les ligues de la protection de la Révolution ou pas? Je parle des ligues de protection de la Révolution. D'accord, tout simplement. Ça, c'est des ligues, toutes les ligues qui prennent la violence. D'accord, très bien. Ça. Quatrième condition. Nous avons demandé que ce gouvernement soit un gouvernement rétréci, qui repose plutôt sur des capacités que sur un gouvernement de technocrates, vous voulez, quoi? Non, et on avait dit, soit un gouvernement de compétences, on ne va pas dire technocrates, les compétences peuvent être chez les technocrates comme chez les politiques, de compétences que tous les partis soutiennent, ou un gouvernement d'union nationale sans exclusion. Et là, c'est ça, et les conditions pour former ce gouvernement, aujourd'hui, elles ne sont pas réunies. Cinquième condition. La cinquième condition... T'inquiète, le reste au pouvoir. Bon, nous passons quand même à... J'avais cité cinq conditions. Je ne sais plus. Pour nous, mais en tout cas, 4, c'est sûr. Pour nous, le plus important aujourd'hui, nous avons mis quand même l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire qui, à notre sens, est au centre même de cette transition démocratique. Nous pensons également que l'instance des médias, aujourd'hui les médias est un pouvoir et la mise en place de cette instance est importante. Nous pensons également que les mécanismes, encore une fois, qui sont mis en place, monsieur a parlé du ministère de souveraineté, et bien sûr un équilibre au sein des ministères de souveraineté, mais surtout, comme je disais, des outils de participation. Parce qu'aujourd'hui, réussir un ministère de coalition est important. Les ligues de protection de la Révolution, nous avons effectivement appelé à ce que ces ligues soient dissoutes parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de défense de la Révolution alors qu'il y a des instances légales effectuées pour ça, surtout que nous avons vu des événements de violence qui sont intolérables. Et aujourd'hui, il y a effectivement une commission effectuée mixte entre l'UGTT et le gouvernement, sous la tutelle donc, de ces deux instances qui aujourd'hui va statuer sur cela. Bien sûr, qui va le faire si ce ne sont pas des commissions? C'est les outils démocratiques, ils prennent du temps, mais nous n'avons pas à notre choix pour cela. Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet? J'aimerais faire en fait une commission. Un petit clin d'œil. C'est ça notre inquiétude, c'est cette commission-là. J'aimerais faire un petit clin d'œil sur le reportage de France 2 sur la Tunisie avec les salafistes. Je suppose que vous en avez entendu parler, vous avez vu peut-être ce reportage. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vision, comment ils ont représenté la Tunisie aujourd'hui? Vous parlez d'Envoyé spécial. D'Envoyé spécial, exactement. Une émission assez choquante pour beaucoup de Tunisiens. Quelle est votre réaction par rapport à ça, monsieur Moir? Vous savez, vous êtes un homme de médias et vous savez comment les médias fonctionnent. Je pense que ça a été exagéré. Et que, bien que aujourd'hui, on pense qu'il y a des menaces réelles. Mais vous savez, quand vous prenez comme ça, c'est concentré. Vous savez, je prends un caméscope et je peux filmer les choses. Je ne pense pas que ça reflète la réalité. Ça inquiète beaucoup de nos concitoyens. Mais c'est à prendre au sérieux quand même. C'est-à-dire, on ne peut pas dire uniquement que c'est exagéré, qu'il n'y a rien du tout. Et que ce n'est pas la Tunisie aujourd'hui. Donc, il y a des menaces réelles. On peut en parler, si vous voulez. Je pense que c'est un de vos sujets, cette affaire du Mali. Exactement. C'était le sujet que je voulais entrer dans ce sujet. Il y a des menaces réelles. On a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir des libertés dans notre pays. Mais le reportage d'Envoyé spécial a été un peu exagéré. Mais c'est de notre côté, c'est le rôle des médias. Vous savez, quand on parle d'un train qui arrive à l'heure, personne n'en parle. Un train qui arrive en retard... ça fait polémique. Ça fait polémique. D'accord. Madame Julibi.
Je ne pense pas que ce soit... J'espère que c'est ce qui s'est passé dans cet envoyé spécial. Il n'y ait pas de politique ou de lobbying derrière. Il y en a qui disent que c'est le Maroc qui est derrière ça pour pouvoir reprendre le marché du tourisme encore plus. C'est ce qu'on a entendu parler. Après, je ne sais pas. Hein. Parce que ça serait vraiment dangereux. Mais d'un autre côté, on sait que même les médias dans le monde... Il y a encore un lobby et des lobbies et effectivement, ça serait vraiment dangereux pour la Tunisie. Cela dit, je pense que toujours c'est important que cette image, sur le plan économique, la Tunisie n'a pas besoin aujourd'hui de cela et on espère qu'il y ait, je dirais, d'autres reportages qui puissent équilibrer cela, parce que ce n'est pas du tout l'image de la Tunisie. J'ai eu même vu plusieurs tweets d'amis en France qui étaient en Tunisie disant que ce n'est pas possible, ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas la Tunisie qu'on connaît. Voilà, ce n'est pas du tout la Tunisie qu'on connaît, mais je suis d'accord avec Simouar qu'aujourd'hui, même si c'est exagéré, il faut quand même étudier, être vigilant, comprendre qu'en post-révolution, c'est normal qu'au niveau de la stabilité, qu'aujourd'hui, il y a un peu de temps, il y a des moyens à mettre en œuvre pour arriver à cette stabilité. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut étudier cela d'une manière... On a vu que la France est aux côtés des troupes maliennes, donc au Mali, avec beaucoup de terrorisme. Ils ont un peu de difficultés sur le terrain à retrouver parce qu'ils se fondent dans la masse, etc. Rafik Abdeslam, le ministre des Affaires étrangères, a été contre au début l'intervention de la France au Mali, des forces étrangères, comme il l'a dit. Aujourd'hui, retournement de situation, il est pour. Où est-ce qu'on en est? Nos frontières sont plus protégées. On retrouve des armes, des kalachnikovs, des munitions. On a vu ça pas à Tataouine, mais à Mednine. Un garage complet avec plein de munitions. On a vu beaucoup de violence, des salafistes. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau sécurité en Tunisie? Nos frontières, on a vu que la France nous a envoyé des équipements, des gilets pare-balles, des lunettes infrarouges, des 4x4 pour renforcer la sécurité au niveau des frontières. La Tunisie a une frontière saharienne énorme. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Madame Jlib, quel est votre sentiment par rapport à cette inquiétude des Tunisiens aujourd'hui au niveau de la sécurité des frontières et sécurité interne du pays? Moi, je pense qu'il ne faut pas aussi qu'on tombe dans l'inquiétude la plus totale. Aujourd'hui, le Tunisien a besoin d'être rassuré et besoin d'avoir une vision, officiellement, une stabilité, la France a dit qu'elle avait donné ça pour ceux qui essayent de fuir la Tunisie par les bateaux, etc. Bon. C'est ce qui a été dit officiellement. Nous sommes encore une fois dans une post-révolution. Donc, il y a un balbutiement à l'intérieur, mais aussi dans les frontières. Donc, nos agents, qu'ils soient donc appartenant de l'armée ou du ministère de l'Intérieur, nous savons très bien que nous avons des moyens limités. Il faut aujourd'hui jongler avec le peu de moyens, mais aussi donc avec les conditions intérieures et extérieures du pays. Je pense aussi donc qu'il faut aussi émettre des messages de confiance pour la Tunisie et pour le Tunisien, d'une maîtrise, un message d'une maîtrise de cette sécurité de la part des instances et des responsables. Très bien. Monsieur Mouakhar, quel est votre sentiment par rapport à ce qui se passe? C'est quand même... Madame Jib a dit qu'il ne faut pas que les Tunisiens s'inquiètent davantage, mais quand même, il y a un sentiment d'inquiétude. On ressent une insécurité, surtout dans le sud du pays. Quand même, l'ambassade de France a demandé à ses ressortissants français de ne pas se rendre dans le sud de la Tunisie. C'est quand même officiel, c'est grave. L'ambassade de France, elle est quand même encadrée et encerclée par les militaires tunisiens. Donc la situation n'est pas à prendre à la légère quand même. Non, la situation, il faut la mettre dans le cadre, c'est sûr, dans le cadre international, dans le cadre et dans la politique de la région. Vous savez, cette histoire du Mali nous intéresse au plus haut degré. Au plus haut degré, nous, dans le parti, d'ailleurs, depuis quelques mois... Surtout que l'Algérie s'en mêle maintenant aussi. Nous travaillons sur ce sujet-là. Le Mali est un pays, on a beaucoup de relations avec le Mali historique, entre la Tunisie et l'historique, depuis les années 60. C'est un pays, d'ailleurs... que la Tunisie avait soutenu pour son indépendance je crois en 1961. Et donc, ce qui se passe au Mali doit nous intéresser et nous interpeller.
Parce que, qu'est-ce qui se passe au Mali? Le Mali est un pays qui est divisé entre le Mali du Sud, le Mali du Nord. Et au début, il y a eu un mouvement, le mouvement pour la libération de l'Azawad, qui sont les Touaregs, qui demandaient l'indépendance du nord du Mali. Et les militaires maliens n'arrivaient pas à faire face. Il y a eu un coup d'État le 22 mars, un coup d'État qui a aggravé énormément la situation. Oui. Et puis, se sont greffés sur ce problème de libération de ce mouvement Touareg des groupes terroristes. Islamiques. Il y a l'AQMI, donc l'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voilà. Il y a le Mujoua, c'est le mouvement d'unité djihadiste en Europe, en Afrique de l'Ouest, Mujaou, et Ansar Dine. Et qui ont pris le dessus complètement sur ce mouvement de Touareg. Ces Touaregs qui sont revenus de Libye parce qu'ils étaient dans un contingent défendant le régime Kadhafi. Et on s'est retrouvé dans une situation dramatique, une catastrophe humanitaire, avec, je crois, 400 000 réfugiés. Et ces groupes terroristes, c'est dans le trafic d'armes, dans le trafic de drogue, et même dans l'esclavagisme, le trafic de l'être humain et de femmes. La situation est devenue dramatique. Elle n'est pas loin, elle est proche quand même de la Tunisie, le Mali, l'Algérie, la Libye, on n'est pas loin. Donc ça inquiète quand même les gens. Et la crise, elle est comparable à la crise du Darfour. La position de la Tunisie était d'ailleurs au lendemain de l'attaque de l'ambassade américaine, une position qui était la position à peu près mondiale, c'est une position de négocier, trouver une solution négociée, et qui était la position de l'Algérie. Voilà que les choses se précipitent et que ces groupes attaquent deux villes importante, surtout la ville de Konna, qui est une ville stratégique. Qui est pas loin de Bamako. Qui est le chemin vers Bamako. Exactement, à 400 ou 600 km de Bamako. 400 km, je crois. Et c'est là que le Conseil de sécurité a voté cette décision 2085 du 20 décembre, autorisant l'intervention militaire. Tout à fait. Cette intervention militaire qui doit... Française et africaine. Hein, par la suite. Non, dès le début. Quelques jours à l'arrière, il y a le Congo qui a rejoint, il y a, je pense... Oui, mais l'intervention, la grande force étrangère, c'est la force française. Mais la décision du Conseil de sécurité est une intervention africaine avec, bien sûr, l'armée française. Alors, la position de la Tunisie, maintenant, juste pour... La position de la Tunisie, justement, donc... Quelles sont nos craintes la première position de la Tunisie a été molle, disons molle, et qui en s'est ressaisie par la suite, une fois qu'il y a eu la rencontre, je crois, entre le ministre des Affaires étrangères, M. Rafik Abdeslam, et M. Gouillet, ambassadeur de France. Je crois que les positions ont changé après cette rencontre-là, parce que le problème nous intéresse au plus haut degré. Vous savez, il y a eu 16 personnes qui étaient arrêtées en Tunisie et qui appartiennent à l'AQMI. Donc, c'est un sujet extrêmement important. C'est pas un sujet, c'est un sujet essentiel pour notre sécurité. Il faut le prendre vraiment au sérieux. Et la Tunisie ne doit pas être en retard pour suivre ce problème. Madame Jlibi. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, et ça a été, nous avons même découvert récemment dans les forêts de Jendouba, donc un réseau qui a été... donc aujourd'hui, certainement, il y a un risque, certainement, il y a une circulation d'armes, certainement, nos voisins et nos frontières doivent être surveillées. Aujourd'hui, il faut mettre en place une politique sécuritaire
je dirais, de crise le plus urgemment possible pour sortir de cela. Mais je reviens toujours vers un message de pourquoi est-ce qu'il faut toujours rassurer. Parce que le fait d'inquiéter il y a aujourd'hui des responsabilités au niveau de la sécurité, au niveau de ces vrais dangers qui arrivent au niveau du pays. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, présenter cela tel que c'est médiatisé dans certains médias étrangers, vraiment, on va vraiment vers plus un sentiment de beaucoup plus d'insécurité, vraiment de très forte et de peur et de terreur du Tunisien, qui aujourd'hui ne rajoute rien à cela. Au contraire, donc aujourd'hui, on a ça a des répercussions énormes, sociales, économiques, etc. Donc aujourd'hui, le message doit être clair, doit être objectif. On ne doit pas aller au-delà au niveau des médias, de ce qui se passe. Notamment, vous avez commencé votre question en parlant du reportage sur les salafistes. Je pense qu'il faut être objectif. Il faut que les responsables mettent en œuvre les politiques sécuritaires dédiées et qui soient à la hauteur de la gravité et du moment. Mais d'un autre côté, aussi, ne rentrons pas dans la terreur et dans au niveau du Tunisien, parce que c'est quand même aujourd'hui important. Mais vous êtes d'accord que c'est quelque chose à prendre en compte? Les événements internationaux qui se passent. Mais bien entendu. C'est certain. Mais bien entendu. Non, mais c'est certain qu'il ne faut pas inquiéter outre mesure les Tunisiens. Vous savez, on ne le vit pas non plus. On n'est pas en Afghanistan, en Tunisie. Hein, voilà. C'est clair. C'est un pays qui ne deviendra jamais l'Afghanistan. Vous me soulagez. Mais quand même, regardez ce qui s'est passé après l'intervention de l'armée française et l'autorisation d'Algérie de survol de ces territoires. On a eu tout de suite le problème du complexe gazier Inanemas. Donc, on voit clairement la relation directe entre ce conflit et ce qui peut se passer sur nos frontières. Ça, c'est une certitude, mais il faut, tout ce qu'on dit, c'est traiter le sujet avec tout le sérieux qu'il nécessite. On a vu que le président du Conseil de la Choura avait dit que le remaniement ministériel se ferait d'ici la fin de ce mois-ci. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont votre réaction par rapport à ce remaniement ministériel? Vite fait, on termine avec ça. Notre espoir, c'est d'arrêter de diviser les Tunisiens. Nous sommes la révolution donc amenée des libertés qui donc change complètement l'image même de la société tunisienne. Notre seul salut, c'est de pouvoir nous réunir autour ensemble et de ne plus nous diviser, de s'accepter mutuellement, mais dans les règles démocratiques, participatives, dans des règles des principes républicains, je dirais même des principes d'abord de respect de la sécurité nationale de la Tunisie, dans le respect des principes de la démocratie. Donc aujourd'hui, tout le monde le dit et le répète, est d'accord sur le fait que notre salut, c'est le consensus. Notre objectif, c'est que nous nous réunissons au sein de cette Assemblée ou à l'extérieur de cette Assemblée dans ce consensus, pas seulement pour gouverner le pays, parce que le gouvernement est une composante de cette transition. Il faut réussir les enjeux socio-économiques. Le pays, les Tunisiens vivent une crise de pouvoir d'achat. Le Tunisien... c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une composante très importante à réussir. Il y a des attentes sociales aussi très importantes. Il faut réussir. C'est un des piliers de la transition, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi donc l'agenda politique. Il y a aussi les instances à mettre en œuvre. Cette instance judiciaire, du pouvoir judiciaire qui est aujourd'hui fondamentale. L'instance des élections et qui doit réussir justement à nous faire passer cette prochaine étape, mais également l'instance des médias. Donc voilà, c'est l'agenda pour nous, les grandes priorités à mettre et les grandes lignes à réussir à mettre en œuvre. Plus on a aujourd'hui d'élargissement autour de ce consensus, à notre avis, plus ça va aller plus vite déjà, puisque le temps est quand même contre nous. Ça nous permet d'aller plus vite et ça nous permet aussi d'avoir plus de chances de réussir. Excellent. Monsieur Mouakhar, docteur Mouakhar. Pour faire vite, ce remaniement ministériel est une affaire qui
qui agite et qui intéresse le microcosme médiatico-politique. Je ne pense pas que ça soit la préoccupation majeure du Tunisien, qui a d'autres priorités, comme l'a si bien dit Mme Jeribi, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'embauche, c'est l'emploi, c'est ça nos priorités. La Tunisie, elle a des grandes possibilités. Je suis tout à fait confiant sur notre capacité à relever le défi et à en faire de ce pays-là un petit paradis, un petit dragon qui est... Vous savez, notre position géographique est stratégique. On peut devenir le manufacturier de l'Europe qui aujourd'hui vit une crise. Et je ne pense pas que la crise européenne est une menace pour la Tunisie parce que les Européens chercheront à produire moins cher et ils seront obligés de produire moins cher et on peut le devenir le manufacturier de l'Europe. Mais c'est le climat politique qui est déterminant. Aujourd'hui, soit qu'on va vers un apaisement et une feuille de route, une vision claire pour que tous les Tunisiens... Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'endettement de la Tunisie, avant c'était 50-50 entre endettement interne et extérieur. Aujourd'hui, peut-être la Banque mondiale envoie, les organismes mondiaux font plus de confiance aux Tunisiens eux-mêmes qui n'ont pas cette vision claire. Je pense que mettre tous les forces vives de ce pays peut sortir de la Tunisie de ce marasme. Et on a eu des crises. Et on a eu des crises, vous savez, fin des années 80, on a eu des crises majeures. Et la Tunisie a su s'en sortir. Maintenant, c'est aux politiques de montrer le chemin. Parce que je pense que l'État, malgré tous les efforts, je ne parle pas ni de ce gouvernement, ni des gouvernements prochains, malgré tous les efforts qu'ils font, ils ne peuvent pas augmenter et améliorer l'investissement dans ce pays. Il faut que ça soit suivi par le privé, et le privé ne peut investir que dans un climat politique et social clair et apaisé. Très bien. Voilà, Lobna Jeribi, membre du parti Takat, et les députés à l'Assemblée nationale constituante, merci d'avoir participé à ce débat. Et M. Dr Yev Mouakhar, membre du bureau exécutif du parti El Jumhouri, merci d'avoir répondu présent à ce débat. C'est la fin de Débat News sur Tunesnet TV. On se retrouve lundi prochain à 20h15. Bonne fin de soirée sur Tunesnet TV. Au revoir.